bim, ça commence. Crochet gauche, crochet au foie. Zebo tombe KO, il n'y a pas match. Qu'est-ce que tu dis là? Dans les premiers instants, je pense qu'il va vouloir finaliser vite le combat au PFL. Donc, ne prévois pas une soirée longue, parce que je pense que comme il sait qu'il est potentiellement en danger face à un Zebo au sol, il va vouloir finaliser très rapidement. Un peu comme un Wilder en boxe anglaise face à un Helenius, il te touche, tac, tu dors. Si ça va du côté de Doumbé, ça va pas durer très longtemps. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast, tout simplement, qu'on n'était pas là. Karl, comment ça va? Franchement, ça va très bien. Je suis vraiment heureux de reprendre les podcasts, de reprendre, de suivre l'actualité MMA, boxe, avec toi, avec les gens qui nous suivent. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous êtes prêts. Là, on va enchaîner. Ah, là, franchement, c'était costaud, hein, parce que l'actu, on va dire que ça parle pas trop de sportifs en ce moment. On va dire, ça fait l'actu pour les mauvaises raisons, mais pour certaines personnes, c'est pas plus mal. Et je vais dire, on va essayer de revenir un peu plus aux sportifs, pour les athlètes français notamment. Et surtout, le PFL Paris, la première qui s'est passée le week-end dernier, 11 minutes au Stardé. Pour nous, on est vraiment désolé parce que c'est vrai que là, ça a pris pas mal de temps. On avait pas mal de choses à régler, surtout moi personnellement en interne. Je suis désolé pour cette pause. J'espère déjà pour celles et ceux déjà qui retrouvent ou qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la story du GOAT, le film documentaire sur Tyson Fury que j'ai écrit, réalisé et qui s'affichait juste là. Je pense que vraiment, on prend beaucoup de temps pour ce genre de vidéos-là, donc n'hésitez vraiment pas à aller les voir. Et sur ce, je pense qu'on peut aller. Toi, qu'est-ce que tu as pensé déjà dans un premier temps? Ton idée, est-ce que tu as des choses à dire dans un premier temps pour revenir rapidement? Parce que je pense qu'il y a pas mal de podcasts qui en ont déjà parlé sur ce qui s'est passé, le PFL Paris, Jordan Zebo, Cédric Doumbé et autres. Franchement, voilà, comme tu as dit, on va pas répéter ce que tout le monde a dit parce que voilà, tout le monde a vu la même chose ce soir-là. On a tous été choqués de cette victoire expéditive, même si on va le réafficher, on va rappeler aux gens, mais tu avais émis déjà cette hypothèse dans le podcast de Pugilat qu'on salue. Tu avais émis cette hypothèse de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait si Cédric Doumbé, dès le début, au premier échange, met KO Jordan Zebo. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et franchement, je la voyais pas venir. Donc, après, c'est vrai, voilà, tout le monde l'a dit déjà, mais Jordan Zebo, il fait quand même une grave erreur. Je pense que c'est une erreur tu vois, c'est parce qu'il est jeune, il fait une erreur d'ego. Il veut montrer aux gens qu'il peut striker avec Cédric Doumbé. Donc, la première chose qu'il fait, c'est envoyer ce high kick du gauche. Mais c'est terrible parce que ça, Doumbé, face à des très grands kickboxeurs mondiaux, ce kick-là, il l'attrape. Il l'a déjà attrapé auparavant là, dans sa carrière au Glory. Et donc, c'est pas pour dénigrer Jordan, qui est un très gros prospect. Mais Jordan, c'est pas la même qualité de kick que des grands champions du Glory. Donc, voilà, Doumbé, il a pu l'attraper. Et à partir de là, il a capitalisé. Un truc très intéressant que Nicolas Hott, il avait souligné, c'est qu'il envoie déjà tout d'abord un essai de balayage, ce qui fait penser à Zebo qui va essayer de l'amener au sol. Et là, voilà, Zebo, il fait pas attention à cette gauche qui arrive vraiment en angle mort. sans mauvais jeu de mots, qui arrive en angle mort, ouais, c'est vrai. qui touche direct à la mâchoire, au menton. Et voilà, après, the rest is history. Hein. Après, c'était la fin, c'était déjà la fin. Et franchement, voilà, bon, gros respect à Zebo d'avoir accepté ce combat. Maintenant, dommage qu'il fait cette erreur dès le début. Je pense même si on disait qu'il était quand même en dessous pugilistiquement, en tout cas au striking que Doumbé, je pense qu'il pouvait quand même montrer mieux que ça. Il n'a pas pu du coup s'exprimer, il n'a pas pu montrer. Et deuxième chose aussi, deuxième point négatif, franchement quelque chose qui est dommage pour nous téléspectateurs, c'est que du coup on n'a pas pu voir les qualités de corps à corps et de grappling de Cédric Doumbé, parce que je pense qu'il avait aussi des choses à montrer et c'est dommage qu'on n'ait pas pu les voir. Peut-être au prochain combat. C'est ça, quelle frustration pour ces coachs de sol. Hein, c'est ça. Qui plus ils montent en niveau et moins ils envoient. C'est-à-dire que tu te prépares pendant des mois, des semaines, que ce soit au KFBC, à la Hatch, à faire des entraînements, à peaufiner les détails techniques, que ce soit en grappling, en défense de lutte, en lutte offensive, pour qu'au final, il n'y a rien. Grosse pensée à Mehdi Othman, qui a dû passer des heures et des heures d'entraînement avec Cédric Doumbé à peaufiner des détails de défense, de défense de lutte, d'amener au sol, de grappling, pardon, de certaines transitions au sol, et qui, au final... il en a pas eu besoin. Voilà. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Après, j'ai envie de dire, tant mieux pour Cédric. Mais encore une fois, j'ai fait quelques spaces. Je suis passé dans quelques spaces il y a de ça quelques jours, de gens qui parlaient de l'après, justement, combat. Et c'est ça, les gens, il y a des gens, après, c'est le MMA Twitter, entre guillemets, une grande partie qui sont toujours pas convaincus sur l'aspect sol de Cédric. Je les comprends. Bien évidemment, je les comprends. Mais il faut savoir que Cédric, c'est quelqu'un qui s'entraîne depuis extrêmement longtemps.
C'est ça. On va dire extrêmement longtemps. J'abuse, mais depuis des années maintenant, depuis quelques années maintenant, au sol. Et c'est quelqu'un qui sait se défendre au sol, notamment face à de bons lutteurs et de bons grappleurs. Donc ça, faut vraiment pas être surpris. Et c'est pas parce qu'il a pas pu vous démontrer cela au haut niveau qu'est le PFL, parce que oui, c'est peut-être pas l'UFC d'un point de vue, on va dire, notoriété, mais en termes de niveau, c'est du très haut niveau. Voilà, faut quand même rester assez lucide là-dessus. Et il a quand même cette défense, il a quand même ces capacités-là. Donc, faut vraiment pas dénigrer Cédric Doumbé juste parce qu'il a pas pu vous montrer ce qu'il pouvait faire. Et là, bon, il y a on va parler peut-être de l'après-combat Cédric Doumbé. Personnellement, pour revenir moi sur la réaction, c'est vrai que c'était la plus grosse crainte que j'avais, c'était que Cédric Doumbé soit en tension et qu'il envoie fort dès le début. Crochet, c'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, pour le coup, je pense que moi, maintenant, pour l'après-combat Cédric Doumbé, j'ai vu des choses circuler. Si tu as des choses à rajouter sur la réaction? Non, par rapport à ça, voilà, on a tout dit. Ouais. On peut passer sur l'autre aspect maintenant. Voilà, la suite. La suite. Alors, moi, il faut savoir une chose. J'ai vu qu'il y avait Anthony Pettis qui s'était proposé, Cédric Doumbé qui a repartagé. Et c'est un combat qui plaît énormément. Et je trouve qu'il est assez positif, que ce soit d'un point de vue de notoriété, de par le passé qu'il a eu à l'UFC, le star power qu'Anthony Pettis a et le fait que ce soit aussi un très bon striker et un très bon grappleur. Maintenant, ça reste moi, j'étais un peu chagriné. Pourquoi ? Parce qu'Anthony Pettis, c'est pour moi le meilleur combattant prime de l'UFC, mon combattant favori. C'est le combattant qui m'a fait vraiment kiffer de fou, le striking, son showtime kick. Je suis l'un de ses plus grands fans. Ouais. Et le voir là, comme ça, affronter Cédric Doumbé, pour moi, c'est comme si il signait un peu son arrêt de mort. Il va se faire endormir. Il va se faire endormir. Malheureusement, voilà, ça fait longtemps qu'Anthony Pettis, il est plus dans son prime. On se rappelle de l'âge d'or de l'UFC, pour moi, l'âge d'or, parce que ça, c'est subjectif, mais lorsque moi, j'avais commencé à regarder l'UFC, il y avait une très grosse rivalité entre Anthony Pettis et Benson Anderson, on se rappelle, dans cette catégorie lightweight. Exactement. En plus, c'était en lightweight à cette époque-là. Et franchement, ouais, il est plus dans son prime, ça va être compliqué pour lui. Il est face à aujourd'hui Cédric Doumbé qui est dans la force de l'âge, 30 ans, 31 ans, c'est ça, maximum, pas plus. Ça va être compliqué pour lui, surtout en striking, surtout s'il cherche à striker. Ça va être très compliqué. Maintenant, on aura le temps de faire une vidéo là-dessus si ce combat a lieu. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre maintenant qui parle beaucoup sur les réseaux, qui veut Cédric Doumbé. Et ça, je pense qu'on peut en parler. C'est pas vraiment un meilleur match-up pour Cédric, par contre. C'est Oumalatov, c'est ça? C'est ça. Ah, oui, alors, qui le cherche sur les réseaux sociaux, qui fait pas mal de posts sur lui. Logique. Je pense que déjà, là, on peut parler, c'est quelqu'un qui est un peu plus dans son prime, qui sera pas si simple que ça si ça arrive. Alors, je regarde juste son âge, âge Oumalatov. Et donc, voilà. Il a 31, il a le même âge que Cédric. C'est ça, il est dans la force de l'âge aussi, donc je pense que ce combat, sportivement parlant, c'est le meilleur combat que peut prendre aujourd'hui Cédric Doumbé au PFL. Sachant que voilà, c'est le plus grand nom de la KT aujourd'hui. C'est le champion si je ne m'abuse. Donc ça va être compliqué, je pense, de refuser. Mais d'un autre côté, il y a Anthony Pettis. C'est pour le show et pour la montée encore pour qu'il prenne encore une autre dimension internationale au niveau de sa carrière. Cédric, ça peut être un très très bon combat. On sait déjà que pour cet événement, voilà, il a fait beaucoup parler, notamment à l'international. Moi, j'étais sur Twitter à ce moment-là. Il y avait tous les Américains, en fait, spécialistes du MMA, tous les Anglais, les Américains. Ils étaient tous derrière leur écran. Ils ont tous tweeté sur cette performance incroyable. Et notamment, ce qui les a choqués, c'est de voir à quel point Doumbé est une star en France. Ouais. Ça les a vraiment choqués. C'est du jamais vu. Et tout ce qu'il a fait, que ce soit avant le combat, dès son entrée, et jusqu'à même... l'interview d'après-combat, il a fait le show. Il a fait le show. Aujourd'hui, il n'y a pas une plus grosse star que Cédric Doumbé en France pour ce qui est du MMA. C'est ça. Et donc, il peut capitaliser là-dessus en prenant encore une autre dimension, en allant, par exemple, mettre KO un Anthony Pettis. Mm-hmm. Ça peut être un très bon choix de carrière. Pour une petite correction, le champion de la dernière saison, je crois, il me semble, c'est Sadibou Sy. D'accord. C'est si. Ouais, mais je pense que les deux... Malgré tout, c'est les deux grands noms aujourd'hui de la KT et Welter. Donc, voilà. Après, bien sûr, d'un point de vue... Alors, là il y a, comme tu as dit, il y a l'aspect sportif qui est très intéressant à prendre en charge. Mais moi, je fais partie de ceux qui croient que même si il affronte un gros lutteur comme lui et qu'il arrive à l'éteindre ou à défendre la lutte, je pense que ça va quand même pas convaincre les sceptiques. Parce qu'à partir de là,
moi, je pense qu'il n'y a rien qui va convaincre les sceptiques. Même Tant si, qu'il n'ira pas à l'UFC, tu veux voilà, dire. c'est tant qu'il n'ira pas à l'UFC. Et même s'il va à l'UFC, enfin, moi, je trouve qu'il y a des gens, je pense, tu peux leur montrer tout ce que tu veux, ils y croiront jamais, je sais pas pourquoi. Bah, De vérité, je sais pas pourquoi. Malheureusement, c'est comme toute star, il aura toujours un petit pourcentage de personnes qui subjectivement feront tout pour dénigrer ses performances. Après, et qui seront là aussi pour appuyer enfin, remuer le couteau dans la plaie s'il perd. Mais ça, voilà, c'est, on va dire le mot, enfin, on va dire, c'est les effets secondaires d'être une star. Maintenant, une star française, et bientôt, s'il continue, une star à l'international. Exactement. C'est le début d'une grande carrière en MMA, on peut le dire. Exactement. Donc là, je pense qu'il y a l'aspect sportif qui pourrait être intéressant, mais après, d'un point de vue business, il y a tellement de choses à faire avec Cédric Doumbé que est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'affronter un Oumalatov maintenant? Qu'est-ce qu'il a apporté sur la table? Faut dire la vérité. Aujourd'hui, c'est clairement pas. Je pense qu'il le sait. Son équipe de management le sait. C'est clairement pas une priorité aujourd'hui. Il peut prendre des anciens champions de l'UFC comme Anthony Pettis, qui vont lui poser, je pense, moins de problèmes, très objectivement, mais qui vont faire en sorte qu'il baise un peu plus à l'international s'il gagne. C'est ça. Moi, la grosse frustration que j'ai de ce dernier PFL, c'est qu'il n'ait pas été retransmis aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui. Parce que là, je ne sais pas si des Français prennent la mesure de ce qui vient de se passer. L'avant-combat, le fait que juste avant que Marc Goddard lui dise fight, il stoppe l'action arbitrale pour faire justement son échange théâtral avec le public. Ça, si ça avait été retranscrit aux États-Unis, ça aurait été un chaos total. C'est là où on peut se réjouir qu'il y ait les réseaux sociaux et notamment X, pardon, on dit Twitter, mais ça c'est l'habitude. Mais c'est qu'ils ont pu assister à ça à travers les réseaux sociaux et toutes les informations qui y passent. Et heureusement que ça existe parce qu'ils ont pu voir que vaut aujourd'hui une star comme Cédric Doumbé en France. Exactement. Maintenant, quand des promoteurs ou des gens du business tout simplement voient ça, ils voient une cash cow en Cédric Doumbé pour le MMA. Dana White, je suis désolé, hein, monsieur Dana White, vous avez vraiment floppé. Voilà, vous avez floppé. Mais il pouvait pas savoir, il a pris un pari. En business, on peut pas tout le temps gagner. Non. On peut pas tout le temps gagner en business. Mais là. Et de toute façon, c'est pas fini. Qui sait si un jour Cédric Doumbé n'ira pas à l'UFC, c'est fort possible aussi. C'est pas, voilà, il a encore du temps. Il a encore quelques combats devant lui et il pourra signer à l'UFC, par exemple, s'il gagne un jour le tournoi ou pas. On sait jamais. Des opportunités peuvent s'ouvrir. Exactement. Et comme je disais, en business, on peut pas tout le temps gagner. Mais là, par contre, le PFL, eux, ils vont capitaliser. Et je pense justement que c'est pour ça qu'ils vont pas forcément tout de suite chercher à légitimer l'aspect sportif parce qu'ils commencent à voir que notamment aux États-Unis, Cédric Doumbé, lui, contrairement à potentiellement le grand public en France, même si ça commence à se faire, est pris au sérieux. Ses compétences martiales aux États-Unis et à l'étranger sont prises au sérieux. Donc là, je pense qu'eux, ils vont directement capitaliser sur l'aspect business. C'est ce que toute société digne de ce nom se devrait de faire. Parce que à la base, avant tout, c'est du divertissement. Bien sûr. Faut pas oublier que le PFL, ils ont fait 2 gros coups, c'est de signer Francis Ngannou avec un poste particulier, pas seulement de combattant, mais ils ont aussi signé Cédric Doumbé comme seconde star. Et aujourd'hui, c'est leurs deux poulains. C'est leurs 2 poulains aujourd'hui et ils vont beaucoup miser sur eux. Ils vont énormément s'appuyer sur eux marketingement et en termes de communication pour grossir et avoir un plus gros public, ça c'est sûr. Tout à fait. Donc là, je pense que pour Cédric Doumbé, bon après, il a une très bonne équipe de management. Franchement, ce que fait... alors, je suis pas sponsorisé du tout par sa boîte de marketing, mais je crois que ça s'appelle Hajime, c'est ça? C'est Hajime, c'est par Monsieur Fouché. David Fouché, c'est ça, c'est lui son manager. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Et franchement, ce qu'ils font, franchement, chapeau. On n'est pas du tout sponsorisé par le travail, l'équipe de management, mais en tout cas, c'est très très fort ce qu'ils font. En tout cas, c'est efficace. C'est efficace. Que ce soit son équipe sur YouTube aussi, je connais. J'ai l'occasion de rencontrer un de ses monteurs très très fort. Son équipe, franchement, bravo. Franchement, très très fort. Et dernier point à rajouter, sur les réseaux, sur X, le X français, j'avais jamais vu autant de personnes hors MMA parler de MMA à ce moment-là. Ce soir-là, tout le monde a parlé de MMA. Même pour Cyril Gane, John Jones, il y avait énormément de gens qui ont parlé, ça a beaucoup buzzé, mais vraiment pas autant. Il n'y avait pas autant d'engouement autour. Et là, ça démontre aujourd'hui qui est la star du MMA français. Même si aujourd'hui, bien sûr, si on fait un classement pound for pound,
on le mettra pas devant des Saladin Parnasse, peut-être des Cyril Gane dans le classement, objectivement par rapport à ce qu'il a accompli dans sa carrière MMA, parce que on parle pas de kickboxing seulement d'MMA, mais par contre au niveau du star power, c'est le numéro 1 aujourd'hui. Largement. de Très loin. largement. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer avec Cédric Doumbé, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Conor McGregor. N'ayons pas peur de la comparaison. Franchement, il ne faut pas connaître le MMA pour voir les chiffres que sont en train de générer chaque post, chaque vidéo que chaque podcast ou média fait sur Cédric Doumbé. C'est exactement la même énergie que fait Cédric Doumbé actuellement en France, notamment après son combat et même avant son combat. Donc là, Cédric Doumbé, c'est clairement la plus grosse star française. J'irais même dans les sports de combat, tout simplement. Oui. De loin, dans les sports Sachant pas que que le de MMA en France, le MMA est devant tous les autres sports en Ouais. termes de chiffres et ce que ça représente aujourd'hui. Exactement. Malheureusement. Donc là, actuellement, Cédric Doumbé, pour moi, Conor McGregor avant son prime, pour moi, là, c'est le même combat. C'est exactement le même combat. On va dire, oh, Sigma, t'abuses, tu dis n'importe quoi. Nous, on nous a reproché à juste titre de ne pas avoir stats dessus, de ne pas avoir fait tout simplement de stats sur, on va dire, le phénomène Doumbé la vague qui est en train de passer. Si on avait fait des vidéos, si on avait fait des sujets, on aurait pris, je vous ai arrêté, des milliers d'abonnés, des milliers de commentaires, de vues, d'argent parallèlement, etc., comme beaucoup ont pu stat dessus. Et nous, actuellement, on voulait vraiment se focus sur d'abord vous proposer une valeur ajoutée, une certaine valeur, pour ensuite repartir et mettre en avant certains combattants. Et là, ce qu'est en train de faire Cédric Doumbé, c'est bénéfique pour tout l'écosystème du MMA et du sport français. Donc, il faut savoir le remercier. Et je crois que c'est Nicolas Rognier qui avait dit ça dans un de ses posts sur les réseaux sociaux. Là, on tient une star. Donc, avant de toujours remettre en doute ses connaissances, de toujours critiquer, il faut aussi savoir apprécier. Enfin, Bien sûr. moi, personnellement, je vous mettrai l'extrait. J'ai essayé de prévenir les gens avant même qu'il commence sa carrière en MMA. Et je me mets pas en porte-étendard de je ne sais quoi, mais c'est assez logique que toutes les personnes qui ont suivi le kickboxing, pas seulement moi ou autre, la carrière de Cédric Doumbé, ont dû se dire, ah, là, il y a quelque chose. Si ce mec-là se met en MMA, compte tenu de la transition d'autres combattants qui n'ont pas fait ce que Cédric Doumbé a réalisé au Glory, là, forcément, il y a quelque chose de spécial. Voilà, tout est dit là-dessus. Donc maintenant, ce qu'on souhaite, c'est pour les deux combattants, que ce soit Cédric Doumbé et Jordan Zebo, surtout Jordan, voilà, de se remettre de ce KO. On sait que pendant un bon petit bout de temps, là, pendant quelques semaines, je crois, il n'aura pas le droit de se parer, voilà, pour préserver son cerveau. Et moi, je lui souhaite, voilà, de reprendre tranquille le rythme, de mentalement oublier ce qui s'est passé. Tranquille, c'est rien. Il a moins de 25 ans, c'est rien en MMA, moins de 25 ans. On est un tout jeune et il a de l'avenir devant lui. C'est un bosseur, il a une très très grosse qualité physique. Normalement, avec ça, avec l'expérience, la technique, ça viendra aussi avec le temps. Mais en tout cas, il a des bonnes bases pour le MMA et il peut que se relancer. Et franchement, à 23 ans, combattre contre un mec aussi fort et avec une telle pression médiatique, franchement, ça a salué. C'est une grosse expérience. Et ça va le forger. Il peut revenir. Il peut pas revenir. Il peut pas connaître pire. Il peut pas connaître pire en termes de pression. Il y a aucun combattant français avant lui qui avait vécu ça en termes de pression. Exactement. À part, je parle en France. Après, Cyril Gane, c'est à part. Cyril Gane, il a eu des combats aussi avec des grosses pressions, John Jones, Ngannou. Mais à part Cyril Gane, moi je vois, enfin, il y avait ces deux combattants, Cédric Doumbé et Zebo, ont subi une des plus grosses pressions pour un combattant français, mis à part Cyril Gane. C'est incroyable comme pression. C'est ça, c'est-à-dire que Cédric a réussi à créer une boucle autour de lui, un rouleau compresseur de pression qui, lorsqu'il met un adversaire dedans, bah, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué de tenir mentalement. Moi, le seul regret que j'ai, c'est peut-être d'un point de vue. Si tu veux, là, il y a du bénéfique. Toute la France connaît. Il a pris je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés. Zebo, tu veux dire? Voilà, Zebo. Ouais, bien sûr. Il y a du bénéfique. Voilà. Après, c'est juste d'un point de vue managériel, c'est dommage. Parce que d'après les dires de son manager, il était en passe de signer à l'UFC avant ce combat-là. Et là, ça va être compliqué d'un point de vue sportif. Mais c'est pas grave, parce qu'il a le temps. L'avantage, c'est vrai, l'avantage, c'est que ça n'a pas été retransmis aux États-Unis. Donc, l'impact sur le produit, entre guillemets, Zebo, n'est pas si dégradé qu'on peut le croire. C'est Même ça. si c'est... faut savoir que des KO comme ça, les gars, en MMA, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Voilà, c'est pour les connaisseurs du sport. Ça arrive. Il a fait une erreur. Il l'a dit lui-même, Jordan. Il a fait une erreur au haut niveau face à un striker d'élite. Fini. Voilà, ça arrive, c'est pas grave. Il va revenir, il va se relancer.
Il va reprendre des combats et il a quoi? Il a 5 combats en MMA pro, c'est rien, il a encore le temps. Et ça, il ne faut pas dramatiser Non, c'est pas dramatique. la situation. C'est un chaos dramatique, mais c'est pas une fin de carrière ou c'est pas une suite de carrière. Enfin, il y a rien, c'est que le début. Si j'étais Jordan, j'accepterais l'invitation de Cédric, par contre, de m'entraîner avec ce dernier. Mais ça, c'est un autre sujet. Passons au sujet suivant. Donc là, on va attendre la suite pour Cédric avec impatience, qui a déjà été de retour à l'entraînement, je crois 1 jour ou 2 jours après, même pas après son combat. Ça fait plaisir à voir, de voir des athlètes comme ça qui sont assidus et dédiés à leur œuvre. Et là, c'est Saladin Parnasse, qui, justement, très grosse annonce, qui pour moi est historique. Voilà. KSW 89 va affronter Bartos. Donc, je dis pas le nom complet parce que j'ai encore du mal avec les noms polonais, mais c'est un gros client. 14-0 en MMA, 12 finishes de suite, 79% de finish, 73e welterweight mondial, premier welterweight polonais, 2e welterweight d'Europe. Le mec est une machine. Quel est ton avis là-dessus, sur ce combat historique, ça sera pour la première fois de la vie, dans l'histoire du MMA, si Saladin gagne, qu'il y a un triple champion en MMA dans une organisation majeure? Alors en fait, c'est très très simple. Cette volonté de Saladin et de son équipe d'aller chercher le champion welterweight 2 catégories au-dessus de la catégorie où il combat de base, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans les 2 catégories en dessous. Aujourd'hui, pour lui, qui fait sens. Ça veut dire, c'était où ça, pour moi, ou en fait, il part du KSW, il a plus rien à prouver au KSW. Enfin, tu vois, s'il veut rester au KSW, oui, faut aller prendre un champion. Et il reste qui? Il a déjà décimé 2 catégories, et il reste la catégorie au-dessus de la welter. Très franchement, je suis pas quelqu'un de sceptique en général, mais ça me fait peur. Surtout que, on connaît les qualités de Saladin. Pour moi, voilà, je pense que c'est aujourd'hui le combattant français numéro 1 en termes de niveau, si on fait un classement pound for pound. Je le mets devant Cyril Gane parce que, juste pour une raison très simple, c'est que Cyril Gane, chez les poids lourds, il a un peu moins d'adversité. Juste pour ça, c'est pas que je dénigre Cyril Gane. Il y a aussi le fait que je pense que Saladin est un peu plus complet que Cyril aujourd'hui. Il a plus de niveau pour moi au sol, mais en striking, je pense que Cyril est un peu au-dessus, de par sa courte carrière en kickboxing avant ça. Mais le truc avec Saladin, c'est qu'il est trop complet. Il est trop fort partout. Il a une anglaise d'élite. Il a des kicks, il a des très bons kicks. Pour quelqu'un qui a autant une bonne anglaise, avoir aussi des kicks rapides, puissants, bien timés, qui, en plus, ces kicks, il les enchaîne, en fait, entre deux directs. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est des gros enchaînements. Il faut être vraiment, faut avoir un niveau très confirmé en kickboxing pour envoyer ce genre d'enchaînement. Et en plus, il est bon en lutte, il est bon en grappling, il a un très bon sprawl, il défend très très bien les amener au sol. Et ça, on va en parler, ça va lui servir. Ces sprawls, ils vont lui servir face à un adversaire qui sera beaucoup plus lourd que lui. Et voilà, qui a tout simplement un gros gabarit trapu, puissant. C'est un gros welterweight, franchement. Vous avez vu Cédric Doumbé en welterweight, vous l'avez vu au PFL face à Zebo, vous avez vu son gabarit. Allez voir le gabarit du prochain adversaire de Saladin Parnasse, s'il vous plaît. Allez voir sur YouTube son gabarit et dites-vous que ça, c'est le même poids que Cédric Doumbé. Vous allez halluciner. Allez halluciner. C'est vrai que c'est impressionnant. Il est très trapu, très imposant. Très imposant. Pour la petite anecdote, information du média Maître Fumier qui nous informe qu'il va tourner avec Cédric Doumbé, Baki, Ilian Boafia et le très gros puncher, très gros puncher, Romain Desbiennes. Donc c'est pour dire, voilà, il le sait, il sera face à un adversaire plus lourd, sûrement plus puissant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pour ses sparring, il choisit des mecs plus lourds et plus puissants. C'est logique. Quand je dis plus puissant, je parle pas forcément en puissance forcément de KO, même si le poids ça joue, mais vous m'avez compris. C'est des adversaires qui sont plus lourds que lui en général, qui ont un plus gros gabarit que lui, et c'est exactement avec ce genre de profil qu'il doit se parer, parce qu'il va faire face à un mec plus puissant et plus lourd que lui le jour du combat. Exactement. Je sais pas si les gens prennent la mesure du fait d'à quel point c'est fascinant d'assister à un combat comme ça, dans l'espérance qu'il n'y ait pas de blessure. Parce que moi, dans ma tête, je me dis ça, pour du trash talking, ce serait assez drôle s'il peut dire ça à son adversaire. Je lui donne une petite clé. Pour moi, les 2 combattants vont marquer l'histoire ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y aura Saladin, s'il gagne avec la ceinture triple champ. Alors, et il y aura... petite parenthèse. On l'a peut-être pas évoqué, même si ça paraît évident. Aucun combattant
En tout cas français, je suis pas sûr. Peut-être même de tout court, aucun combattant humain. Enfin, je suis pas sûr, mais faut vérifier. Mais français, c'est sûr, n'a jamais fait ça en MMA. C'est ça. Donc ça, c'est des choses qu'on voit. Limite, c'est très rare. On le voit en boxe anglaise, même si c'est très rare. C'est que les très 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 grands champions. Mais dans le MMA, c'est du jamais vu. Faut bien s'en rendre compte de ce qu'il est en train de faire là. Mhm. Avoir 3 ceintures dans 3 KT simultanément, s'il arrive à le faire. Non, mais là, c'est du jamais vu. Là, je comprends pas si Dana, s'il allonge pas les chiffres, en fait. Enfin, je peux pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que Dana allonge les chiffres? Si c'est le cas, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour taper dans l'œil de Dana? Exactement, oui, j'allais venir. Mais avant d'en venir à ça, justement, comme je disais, c'est que là, quelque chose d'assez intéressant, pour moi, les deux combattants vont marquer l'histoire. C'est-à-dire que il y aura Saladin Parnasse, qui sera le premier triple champ de l'histoire, mais il y aura aussi son adversaire qui, pour la première fois, pourrait perdre face à un combattant qui vient de 2 catégories en dessous de la sienne. Et ça, je ne sais pas si ça a déjà été vu dans l'histoire du MMA. C'est un peu... Et c'est pour ça que j'avais fait un tweet assez polémique exprès, pour ceux qui avaient la référence. Lorsque j'ai vu l'officialisation de combat par la Hatch Academy, c'est, sur Twitter notamment, j'ai dit, on tient notre Canelo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Canelo en boxe anglaise qui a l'habitude de faire ce genre de yo-yo depuis ces 10 dernières années. Et là, avec Saladin Parnasse, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la comparaison, puisque pour moi, s'il réussit cette opération-là, ce sera du jamais vu. Tout simplement. Et bon, c'est pas pour être négatif ou être pessimiste ou quoi, sceptique, mais même s'il n'y arrive pas, qui va lui tomber dessus, franchement? Qui va lui tomber dessus? Mais il y aura juste à voir la différence de gabarit le jour du combat, vous comprendrez pourquoi ça sert à rien de lui tomber dessus. Même si je pense, en fait, c'est simple, Saladin, il y a aucun doute, Saladin, c'est le meilleur combattant du KSW. Il y a pas un mec qui lui arrive à la cheville, que ce soit techniquement, que ce soit sur plein d'aspects, mais c'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids, c'est la phrase qu'on répète tout le temps. Et moi, vous savez à quel point, je l'ai toujours dit à chaque fois que c'est arrivé, à quel point je suis sceptique quand quelqu'un monte de catégorie de poids. Là, il y avait tellement un trop grand écart avec son adversaire en lightweight, c'est-à-dire quand Saladin l'est monté en lightweight, il n'y a pas eu de match. Il a débordé son adversaire, il l'a dominé, il l'a fini, on se rappelle, avec un pointu dans le foie. Mais 2 catégories, je suis désolé, même si tu es meilleur sur tous les aspects, il y a forcément un moment où, je sais pas, il y a la physique qui va rentrer en jeu, les lois de la physique, la force, je sais pas, il va l'agripper, est-ce que Saladin va pouvoir faire quelque chose? C'est intéressant à voir. Est-ce que même, on sait, Saladin, c'est pas non plus... c'est un très bon combattant, mais il s'est déjà fait toucher. Il a très bien pris les coups, il est très bien revenu dans les combats. Face à son dernier adversaire notamment, il s'est pris un petit crochet. Heureusement, c'était sur la pointe du nez, du coup, ça l'a juste déstabilisé. Il est pas tombé KO, il a repris ses esprits directement. Par contre, est-ce que quand un gars qui, le jour de combat, va faire probablement entre 80 et 85 kilos, va lui mettre le même coup, est-ce qu'il va pouvoir s'en remettre de la même façon? C'est une bonne question à se poser aussi. C'est que, voilà, aujourd'hui, un crochet d'un gars de 85 kilos, c'est pas un crochet d'un gars de 80 kilos. Il y a une énorme différence. On va voir. Il y a beaucoup de questions à se poser. On fera une vidéo un peu avant le combat sur les aspects techniques du combat. On va pas rentrer en détail maintenant. Mais voilà, faut pas non plus... C'est vrai que Saladin nous a habitués à rouler sur ses adversaires, qu'il n'y ait aucun doute sur lui, mais on sait jamais. Moi, voilà, je dis attention. 2 KT au-dessus, on commence à se mettre en danger. C'est compliqué. Il y a des catégories en effet pour une raison, mais pour moi, il est au meilleur endroit pour faire ce genre de montée. Parce qu'il est très bien entouré, que ce soit d'un point de vue préparation sportive. Voilà, à la Hatch, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ils ont plusieurs sections. Ils ont des sections, que ce soit avec Michel Gillot, MGP Performance. Ils ont des sections en anglaise maintenant qui viennent d'implémenter, en taille, en lutte. Toutes les sections sont extrêmement complètes. Il y a tout à la Hatch. Donc je pense, et les sparring qu'il a apporté, franchement là, c'est vraiment... Là, il s'est entouré il y a du lourd. Il s'est très bien entouré pour préparer, pour son training camp, pour préparer le combat. Je ne pense pas, avec tout le respect que j'ai pour la Pologne et ce combattant polonais, qui sera son adversaire, je ne pense pas qu'il sera entouré de tels noms, ou de combattants, de sparring partners qui auront des niveaux similaires. Je ne pense pas, personnellement. On verra ça, je sais pas. Par contre,
pour ce qui est de la partie striking, paradoxalement, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça peut paraître étrange ce que je vais dire. Son adversaire frappe très fort, son adversaire est très lourd. Par contre, du peu que j'ai pu voir dans ses combats, en termes de motricité, de transfert de poids, certes, Saladin a moins de KO, il me semble, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a plus d'impact dans les coups de Saladin en anglaise. Après, on verra. On verra ce qui va se passer. En tout cas, c'est vrai, si on regarde un peu rapidement le palmarès des deux combattants, Saladin, c'est plus un combattant qui, lorsqu'il a fini ses combats, a fini par soumission, ses combats. Voilà, après, on peut dire ce qu'on veut. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne peut pas mettre KO, mais en tout cas, voilà, c'est un fait. Il a plus fini par soumission. Alors que son adversaire, sur 13 combats, il finit 11 fois par KO TKO. Donc, vraiment, il faut faire très attention. C'est ça, en fait, aujourd'hui, qui est dangereux, c'est qu'il combat un mec beaucoup plus lourd, mais aussi un KO artiste, entre guillemets. Même si on peut bien sûr toujours relativiser et dire qu'il n'a pas franchement affronté de combattants du niveau de Saladin. Mais quand même, c'est quelqu'un d'agressif qui envoie pour faire mal. Donc, ça sera... voilà, il le sait déjà, l'Académie, toute l'équipe le sait déjà. Il faudra vraiment, vraiment être focus ce jour-là, de ne pas se prendre un mauvais coup, parce qu'on le sait aussi, dans le dernier combat, on l'a vu, il envoyait tout ce qu'il pouvait envoyer, son adversaire. Ça veut dire il était vraiment dangereux, il envoyait des spinning backfists dans tous les sens. Vraiment, il faudra faire attention. Il faudra faire attention au lucky punch. Ça, c'est un point très important. Voilà, exactement. Donc pour Saladin, ça va être super intéressant. On a vraiment hâte de voir comment est-ce qu'il va pouvoir, on va dire, s'adapter à cette montée de catégorie. Moi, je trouve que ça, je vous avoue, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que je sais qu'après, il va monter, il va potentiellement redescendre. J'espère que son combat dans les catégories d'en dessous va se faire plus tard. Ce qui m'inquiète un peu moins, c'est que lorsqu'il aura, on l'espère, accompli cet exploit-là, c'est l'aspect business. Et c'est là qu'entre en jeu, justement, la stratégie de Hatch, la stratégie de son management, qui pour moi est tout simplement parfaite. Aller chercher cette 3e ceinture pour ensuite potentiellement aller toquer aux autres. Non, pas aller. C'est les autres grosses organisations qui vont venir toquer à sa porte. La première fois qu'on a un triple champ, Dana White a laissé passer Cédric Doumbé. Je pense que là, actuellement, ils sont morts les doigts. Il a aussi laissé filer Ngannou. Hein. Faut pas oublier. Exactement. Ça, c'est une grosse perte aussi. Exactement. Mais là, Dana White, il a laissé filer Cédric Doumbé. Il s'en mord les doigts. Maintenant, je pense qu'il va, avec la pression qu'il commence à recevoir, notamment sur le Twitter US, on peut voir déjà le nom de Saladin qui commence à ressortir à plusieurs reprises. Il ne va pas laisser passer cette chance-là. Et je pense que là, il voudra allonger. Après, je ne sais pas si ça va être... Malheureusement, je ne pense même pas que ça va être... Je doute que ce soit aussi intéressant de ce que le PFL pourrait proposer, encore une fois. De ce que le One pourrait proposer. One, je ne sais pas. Mais en tout cas, le PFL et autres organisations, un Saladin Parnasse, sachant qu'en plus, ils ont un combattant dans leur... qui s'entraîne aussi à la Hatch, et notamment au KFBC, mais qui connaît Saladin Parnasse, qui connaît les équipes de matchmaking du PFL, qui peut leur dire que oui, ce gars-là, et même si on le voit déjà, c'est une valeur sûre, qui va faciliter les échanges. Il y a de grandes chances, moi je pense qu'on puisse voir un Saladin Parnasse au PFL, et financièrement, ce serait extrêmement, d'un point de vue business, intéressant. Ce serait pas du tout une surprise si aujourd'hui, contractuellement parlant, ils se mettent pas d'accord sur un salaire qui lui convient avec l'UFC. C'est quoi la force du PFL? Aujourd'hui, la force d'attraction du PFL, c'est le tournoi à 1 million. Donc voilà, c'est sûr que lorsque Saladin et son équipe de management voudront passer à autre chose, voudront quitter le PFL, il y aura 2 choix. Il y aura l'UFC et il y aura le KSW. Quand ils voudront quitter le KSW, il y aura 2 choix. Aujourd'hui, on va pas se mentir, il y aura l'UFC ou le PFL pour un combattant comme lui. Mm-hmm. Et s'ils se mettent pas d'accord sur un salaire qui leur convient à l'UFC, à côté, il y aura un tournoi à 1 million possible au PFL. Donc on sait très bien qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Après, attention, imaginons nous assistons à un combat d'anthologie, une revanche pour un premier KSW en France, je ne dis pas non. Il y a aussi cette possibilité. KSW Paris, je ne dis pas non. Sachant, connaissant les moyens qu'ils arrivent à mettre en œuvre, comment, lorsque le KSW dans un stade, c'est monumental. C'est monumental. Là-bas, c'est la culture de l'Europe. Oui, bien sûr, mais surtout, c'est pas le seul combattant du KSW aujourd'hui. Bien sûr. Moi, je pense à Ramzan Jambiev. Voilà, il y a d'autres Français aujourd'hui qui sont au KSW. Et ça peut être très intéressant, même qu'il y ait des nouveaux Français qui signent pour cet événement, pour le KSW Paris. Et Wilson Varela, il y en a plein d'autres. Bien sûr. Il y a le poids lourd
comment il s'appelle, poids lourd léger ou poids lourd. Omar Sy. Omar Sy, très gros combattant, qui fait des très belles choses au KSW. Aujourd'hui, moi, je serais très intéressé par un événement à Paris, KSW. Et c'est dommage d'ailleurs que celui-là, lors duquel Saladin va essayer d'aller chercher sa 3e ceinture, c'est dommage qu'il ne se passe pas à Paris d'ailleurs. C'est vraiment dommage. J'aurais adoré, ça aurait été magnifique. Franchement, non, ça va être super intéressant. Dites-nous les gars ce que vous pensez en commentaire de cet affrontement-là. Moi, je pense, après je ne vais pas rentrer dans l'analyse, je pense qu'il peut et qu'il va le faire. Je pense que Saladin va le faire. Je pense que c'est un combat extrêmement risqué, que la tâche est extrêmement élevée. J'aurais peur, je croiserai les doigts, je serai en train de trembler, mais je pense qu'il va entrer dans l'histoire et je pense qu'il va le faire. Moi, personnellement, voilà, je vais être un peu plus nuancé, mais je vais m'expliquer. Je vais pas dire tout de suite qu'il va le faire, je vais pas m'avancer. Par contre, je vais dire une chose, s'il y a bien un combattant qui peut le faire, je pense que c'est Saladin. Je sais pas s'il va le faire, mais c'est un de ceux des rares qui peut le faire. Ça, c'est sûr. Donc voilà, on attend avec impatience et on n'hésitera pas à faire notre petite vidéo analyse et prono dans la semaine du combat. Exactement, voilà. Donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez de cet affrontement-là. Personnellement, pourquoi est-ce que je m'avance et je finirai là-dessus? C'est parce que j'ai eu la chance de voir sa discipline en vrai. Qu'elle soit alimentaire, sportive, au niveau du sommeil, ce mec-là, c'est une machine, c'est un monstre de discipline. Donc, et ça se traduit. Ça se traduit dans la cage, à tel point qu'il y a des gens qui diraient que « Ah non, mais c'est pas possible, il est dopé, qu'est-ce qu'il... » Non, c'est tout simplement la discipline. Saladin Parnasse. Donc là, on va voir ce qui va se passer. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à tous nos réseaux. On va rebalancer un peu plus de manière régulière, voilà, sur certains sujets. Ne nous en voulez pas si l'on state pas sur la première info venue. Bah, déjà, profitez, il y a plein de podcasts. C'est-à-dire qu'il y a plein de podcasts aujourd'hui dans le MMA. Il y a plein de gens qui font plein de vidéos tous les jours. Il y a de quoi. Voilà. Nous, on est là juste en complément. Voilà. Comme on dit, si on mange du caviar toutes les semaines, on devient écœuré. Donc voilà pourquoi est-ce que nous, on prend un peu plus notre temps. On pose des bases sur le moyen long terme. J'espère que vous nous suivrez dans cette aventure-là. Et sur ce, le GOAT, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. Peace, les gars. Way to go.